Bonjour à tous, Fred de Beaux-Arts. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts sur l'art chimie, c'est-à-dire un voyage dans l'univers chimique de tous les produits qu'on utilise dans nos pratiques artistiques, en sachant à peu près à quoi ils servent, à peu près les nommer, les utiliser, voilà, mais sans aller un peu plus dans le détail. Et j'ai depuis des années et des années envie d'aller plus loin avec vous et de partager avec vous ce que dotapea.eu est en train de remettre au goût du jour, puisque ce site existe depuis très 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 longtemps. Et là, il y a une petite modernisation qui est en cours. Et donc, avec leur aimable autorisation, je vais partager avec vous, non pas les meilleurs articles, mais ceux qui me parlent le plus, et en partant des basiques, des fondements, des fondations de nos pratiques artistiques. Et pour aujourd'hui, pour démarrer, c'est les pigments. Les pigments, on en a déjà parlé beaucoup, beaucoup ensemble dans leur usage, mais j'aimerais bien qu'on fasse ensemble une mise à plat complète de ces pigments et de toutes leurs propriétés. Alors c'est un podcast, vous savez, donc pas d'image, que du son, des paroles, du texte lu, et puis donc ça peut vous engager à continuer votre pratique artistique, ou alors à siroter un petit café le matin en écoutant tout ça. Dans tous les cas, avec des petites oreillettes, la liberté totale, vous continuez à faire ce que vous voulez, et vous écoutez, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à en savoir un peu plus sur les pigments. Alors c'est parti pour aujourd'hui. Je pense qu'on va faire en plusieurs épisodes ce sujet sur les pigments parce qu'il est très très vaste. On va démarrer. C'est parti. Qu'il le sache ou non, l'artiste qui manipule des couleurs utilise des pigments. Disons pour faire court que ceux-ci ne sont rien d'autre que de la matière en poudre, très fine, ayant un pouvoir colorant intrinsèque. Bien que tous les colorants ne soient pas pigmentaires, les pigments représentent l'immense majorité des colorants. Pour être utilisés, ils doivent être mêlés à un liant, mouillés par un liant, disent les chimistes, formant ainsi une peinture ou ce que l'on appelle un colorant. Le liant ne se contente pas de mouiller le pigment, il tisse autour de lui au séchage un réseau fibreux ou cristallin. C'est ce que l'on appelle la réticulation. Lors de ce mélange du pigment avec le liant, nous sommes parfois déçus par l'assombrissement de la couleur. Il est presque impossible de garder intacte la couleur originelle et l'aspect pulvérulent du pigment. Presque impossible parce que seul moyen d'y parvenir serait de l'exposer nu, sans protection, ce qui se poserait d'insolubles problèmes de conservation. La fixation altère également l'aspect et la couleur du pigment. Quelques plasticiens ont contourné la difficulté en photographiant leur composition effectuée avec le pigment pur. Bien que certains pastellistes qui ne fixent pas leurs travaux s'approchent de la perfection, le pastel sec est particulièrement chargé de pigments, il n'existe pas pour le moment de véritable solution à ce problème. Ne nous lamentons pas. Lier le pigment pour fabriquer la couleur, c'est découvrir une nouvelle beauté, de nouvelles caractéristiques picturales, d'une richesse inouïe, notamment sur le plan plastique. Voir un pigment n'est pas une couleur. Toute personne cherchant des informations sur les couleurs à proprement parler, c'est-à-dire les noms et les caractéristiques scientifiques des couleurs et non des seuls pigments, est invitée à visiter l'excellent site pourpre.com, voilà un petit coup de pub. Voir particulièrement le dictionnaire du nom des couleurs, les nuanciers, et aussi d'étonnantes curiosités. Le versant linguistique est également passionnant, le thème est largement abordé dans la section traduction des noms de couleurs. Donc, allez faire un tour sur pourpre.com. Première partie, la finesse de la pulvérisation, facteur essentiel. Xavier de Langlais l'affirme à juste titre, plus un pigment est broyé finement, plus il est couvrant et colorant. Une poudre très fine oblige en effet la lumière à employer une infinité de trajectoires qui empêchent toute transition de celle-ci dans les couches inférieures, donnant à la couleur un grand impact visuel, très enrichi, voire saturé. N'importe quel pigment peut voir ses propriétés se transfigurer sous la seule influence d'un broyage plus ou moins fin. Aujourd'hui, tous les pigments sont broyés très finement grâce à l'évolution de la technique industrielle. Et pourtant, les grands maîtres flamands et vénitiens n'ont-ils pas considéré la transparence comme une vertu, largement mise à profit dans les œuvres inégalées ? Et un smalt, un lapis-lazuli, une malachite, une turquoise, ne sont-ils pas plus beaux lorsqu'ils sont mal broyés ?
La perfection du broyage évoquée par le grand maître armoricain consiste-t-elle vraiment en une finesse infinitésimale ou bien en une bonne adéquation à l'intention picturale de l'artiste? Prenons le pigment pour la perfection qu'il est. C'est l'un des rôles de l'artiste de savoir regarder, soit en l'occurrence de savoir découvrir la remarquable réalité d'un pigment qui pourrait sembler imparfait selon des critères selon des critères finalement très marqués par l'évolution ponctuelle des techniques et des goûts. Deuxième partie, facteurs couvrants et transparence. Le terme couvrant provient probablement de la peinture décorative. Une question récurrente dans ce domaine est en effet de savoir quelle surface ou peinture ou un enduit peut couvrir. Une substance colorée couvre une surface d'autant plus importante qu'elle est opaque, notamment parce qu'il y a toujours des moyens de la diluer ou de lui adjoindre des charges incolores. On verra ça plus tard. Ainsi, le terme couvrant s'est substitué, y compris en peinture artistique, au terme opaque. Plusieurs facteurs déterminent le caractère couvrant d'une peinture. La finesse du broyage, l'opacité intrinsèque du pigment, qui est déterminée avant tout par sa nature à l'échelle de l'organisation moléculaire, mais aussi par la finesse du broyage. La nature physique, organique et inorganique est essentielle, avant tout parce qu'elle est très variable d'un pigment à l'autre. En termes de tendance, les pigments organiques, carbures synthétiques, végétaux ou animaux, sont généralement assez transparents, alors que les inorganiques, minéraux, sont souvent opaques. La manière dont le liant enrobe le pigment, cela est directement déterminant lorsqu'il s'agit de liants minéraux. La blancheur couvrante d'un plâtre employé comme liant est radicalement différente de ce que l'on peut obtenir avec de la chaux. Quant aux liants organiques, de loin les plus couvrants, ils peuvent autoriser diverses épaisseurs, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'aspect opaque ou transparent du résultat final. L'état de la pâte est aussi très déterminant, et ce n'est pas une chose que l'on peut se permettre d'oublier. Certains liants sont blancs et opaques lorsqu'ils sont frais et transparents à sec. D'autres accentuent la transparence lorsqu'ils sont frais. Il existe aussi quelques tricheries qui permettent de mesurer à quel point le facteur couvrant est un enjeu important. Certaines peintures dites couvrantes, comme la gouache, n'étaient autres initialement que des peintures habituelles auxquelles on avait ajouté un pigment blanc, afin d'en augmenter la réfraction. A l'inverse, certaines couleurs à l'huile intitulées des lacs sont des pigments couvrants adjoints de charges incolores. Si le liant et les adjuvants peuvent jouer un rôle sur le caractère couvrant d'une peinture, les propriétés des pigments dominent nettement, à tel point que des pigments couvrants et des charges sont parfois employés pour modifier cet aspect essentiel de la couche picturale. Troisième partie, facteurs colorants. Couvrant ou transparent, un pigment est susceptible de teinter plus ou moins ce qui l'entoure. Cette capacité prend tout son intérêt lors de l'adjonction de la pâte de substances incolores, médium et charge. Le facteur colorant n'est pas un caractère très sensible a priori, car il est souvent masqué par le facteur couvrant. On a généralement du mal à se représenter en quoi un pigment est plus colorant qu'un autre, tant qu'on ne s'est pas trouvé en présence de variables, tant qu'on ne s'est pas trouvé en présence de variétés très colorantes, comme certains oxydes de fer par exemple, notamment. Et là, la surprise est de taille. Quatrième partie, permanence. Faculté qu'a un pigment de conserver longtemps ses propriétés, intensité, vivacité et justesse de la couleur, fonction couvrante, etc. C'est l'exposition à la lumière qui est considérée globalement comme le plus important facteur d'altération. La lumière solaire directe est rarement conseillée, mais il faut signaler que certains pigments minéraux, notamment les terres, lui résistent fort bien. Le cas particulier des matières photoluminescentes est traité plus tard, nous le verrons plus tard. Par analogie avec les substances tinctoriales, la permanence est parfois nommée le teint. Cinquième partie, aptitude à la floculation, c'est-à-dire granulation. Cette propriété est importante pour l'aquarelle notamment. Elle n'est pas négligeable en ce qui concerne les peintures fortement diluées, quelles qu'elles soient. Elle n'est d'ailleurs pas sans importance pour d'autres matières utilisées en art plastique. Les pigments à base de terre, particulièrement, sont réputés pour leur tendance à s'agglomérer en granules, en flocons. Sous l'action du séchage, ces agglomérats se déposent dans les creux, colorant les surfaces peintes d'une manière hétérogène, marquant le relief du support. Ainsi, un support choisi pour son grain tirera bénéfice de la floculation du pigment imposé.
Certains fabricants d'aquarelles extra fines affichent sous leur nuancier un indice permettant de repérer les couleurs ayant ce pouvoir. Sauf qu'à très rare, ce phénomène est radicalement à éviter. Il semblerait recommandé lors du choix du pigment de porter une grande attention à l'opération de mouillage. Dans d'autres domaines, incluant l'industrie, un défloculant est un produit permettant d'accentuer l'homogénéité d'un mélange, d'une émulsion. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. C'est notre premier contact, notre première immersion dans cet univers extraordinaire qui est la chimie au service de notre pratique artistique. Je vous souhaite une bonne journée. J'attends bien sûr tous vos commentaires. Et puis, encore une fois, merci à dotopia.eu. À très très bientôt pour la suite.